dans cette nouvelle édition du Carnet de la semaine présentée par Anaïs. Voici les titres de ce journal. Sommet États-Unis-Afrique du 4 au 6 août 2014 à Washington, D.C. La révision constitutionnelle. 400 nouveaux réfugiés centrafricains enregistrés à Zongo, une ville de la province de l'Équateur. La lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes. Aucun cas du virus Ebola détecté en Guinée. 50 chefs d'État africains ont été conviés par le président des États-Unis, Barack Obama. Le chef d'État congolais, Joseph Kabila, était aussi parmi ces chefs d'État africains. Le sommet s'est focalisé sur l'économie, la paix, la sécurité régionale et la gouvernance pour les générations futures. Premier sommet États-Unis-Afrique à Washington, c'est un président afro-américain qui arrive à la tribune. Mais le symbole s'arrête là. Barack Obama est ici pour vanter le potentiel économique du continent noir. Nous ne pouvons pas ignorer la nouvelle Afrique qui émerge. Nous savons tous ce qui fait de l'Afrique une grande opportunité. Un continent où la croissance est la plus forte au monde, avec une classe moyenne émergente, des entreprises en pleine croissance et des marchés de télécommunications prometteurs. Barack Obama annonce une aide de 26 milliards de dollars pour le programme Power Africa, destiné à doubler l'accès à l'électricité en Afrique subsaharienne. Mais les Américains insistent aussi sur la responsabilité des dirigeants africains à instaurer un climat politique propice au développement économique. Vous connaissez tous le grand talent de l'Afrique. Mais transformer ce talent en véritable capacité demande un véritable engagement, un véritable investissement. Autre thème abordé par John Kerry et le Premier ministre éthiopien, la lutte contre le terrorisme, notamment en Afrique de l'Est. Nous travaillons très dur pour pacifier la région, ce qui est la base pour tout engagement et tout développement économique. La paix, la sécurité et la stabilité dans la région, c'est le pilier de notre coopération. Ces questions liées à la sécurité seront à l'ordre du jour du sommet ce mercredi. Des Congolais vivant aux États-Unis n'ont pas hésité de donner leur avis au sujet de ce sommet. Voici un reportage fait dans le but de réveiller la conscience des citoyens congolais et africains. Merci d'être là, merci d'avoir répondu à cet appel. Comme beaucoup d'entre vous le savent, je faisais partie du comité d'organisation de cette manifestation. Nous aurons souhaité être plus nombreux, mais je pense qu'il y a eu un problème d'horaire, dans le sens où certains sont venus très tôt le matin, ils n'ont trouvé personne, ils sont repartis. Mais merci d'être restés jusque-là et de défendre la cause de l'Afrique pendant toutes ces heures. Donc je voulais m'adresser à vous en fait pour vous dire ce que moi j'ai pu voir de l'intérieur, car j'ai eu accès à la salle depuis hier. Et donc, je pense qu'il est judicieux que je partage avec vous les informations que j'ai reçues. Le sommet, malheureusement, pour l'instant, n'a pas porté sur la question des droits de l'homme, sur la question des droits des libertés politiques et civiques. Ça a porté beaucoup plus sur la question des investissements en Afrique et des affaires. Obama a invité les chefs d'État pour rencontrer notamment les investisseurs américains pour voir comment est-ce qu'ils pourraient augmenter les investissements des Américains en Afrique. Parce qu'ils se sont rendus compte que dans 20 ans, d'après les statistiques, l'Afrique aura la plus grande classe moyenne du monde. Donc il faudrait que les États-Unis puissent profiter de ce gâteau. Et comme le disait François Hollande en Côte d'Ivoire l'autre fois, qui disait qu'il était là pour chercher la part de la France, Obama aussi cherche la part des États-Unis dans cette affaire. Certes, ils essayent de miroiter cela comme une opportunité pour l'Afrique. On nous dit que les investisseurs viendront construire des routes, des hôpitaux, des écoles. Ils vont élaborer des systèmes qui permettront à plus d'Africains d'avoir accès à l'électricité et à l'eau. C'est de très bonnes choses et c'est vrai que c'est important. L'Afrique peut gagner à 1%, c'est aussi une bonne chose. 1 est mieux que 0. Mais pourquoi nous contenter des miettes si nous pouvons avoir tout? C'est la question que moi je me pose. Pourquoi laisser les autres investir dans notre continent si nous pouvons le faire nous-mêmes? C'est l'autre question que je me pose également. Pourquoi devons-nous continuer de servir d'esclaves aux autres et enrichir les autres quand nous pouvons être indépendants? Donc, même si les investissements sont profitables à court terme, dans le long terme, cela veut dire que nous aurons des compagnies d'électricité, d'eau, de téléphonie mobile, d'Internet qui seront contrôlées par les compagnies américaines, françaises, chinoises, libanaises et les Africains n'auront rien. Il est vraiment regrettable
que cela se passe présentement, mais ça va s'accentuer dans les années à venir si nous, la génération actuelle, nous ne le levons pas. Il ne faudrait pas que les enfants qui naîtront aujourd'hui et demain vivent comme nous avons vécu et soient également exploités de la même manière que nous autres. La diaspora africaine que vous êtes, que nous sommes, nous déversons chaque année en Afrique près de 800 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, Obama a fait signer des accords, des deals de 14 milliards seulement. 14 millions sur 800 milliards, ce sont des miettes. Cela veut dire que nous avons un pouvoir aussi bien monétaire qu'un pouvoir intellectuel et que nous pouvons nous regrouper dans la diaspora pour investir nous-mêmes dans notre continent. Certes, la lutte politique est importante, elle est plus importante d'ailleurs que tout parce que c'est la politique qui décide de tous les secteurs économiques, culturels, sociaux, etc. Mais nous devons savoir que faire la politique ne veut pas dire que nous devons fermer l'œil sur le côté investissement économique et business parce qu'ils peuvent nous endormir pour un temps avec la question des droits de l'homme et eux ils passent par derrière pour s'enrichir et nous on s'entretue, on se tiraille entre nous. Donc moi ce que je voudrais vous faire comprendre chers frères et sœurs aujourd'hui c'est que peu importe le travail que vous faites, vous devez savoir que nous devons retourner chez nous un jour et que dans 20 ans, aujourd'hui ils mettent les roues en marche pour pouvoir aller profiter de l'Afrique, mais ce continent est le nôtre. L'Occident n'a plus d'avenir, c'est la seule région du monde qui décroît quand les autres parties du monde s'accroissent. Donc nous ne pouvons pas laisser les dictateurs et les capitalistes sauvages s'accaparer de toutes nos richesses, exploiter nos pays, signer des contrats qui vont rendre nos descendants des esclaves comme nous l'avons été. Il faudrait que nous nous organisons dès maintenant, nous nous activons pour combattre aussi bien pour la liberté de nos pays afin d'instaurer des climats politiques stables qui nous permettront d'entreprendre des entreprises rentables, de créer des climats d'affaires justes qui feront que réussir en affaires ne dépendra plus de l'enfant de qui on est ou le cousin de qui on est, mais beaucoup plus de son mérite et de sa capacité, de ses forces intellectuelles. Donc je voudrais, mes frères, que vous continuiez le combat, que vous soyez les ambassadeurs de l'Afrique, que vous fassiez comprendre à tout le monde qu'aujourd'hui, les investisseurs américains, européens s'intéressent à l'Afrique parce qu'il y a du profit à y faire, mais que nous devons être les premiers à profiter de notre continent. Que ce n'est pas parce que nous sommes en exil ou bien parce que nous sommes des immigrants que nous devons oublier ou penser que nous ne pouvons plus jamais y retourner. Donc préparons-nous dès maintenant pour libérer notre continent afin de nous accaparer de ce qui nous appartient. Il ne faudrait plus que nous laissons nos richesses dans la main des autres. Donc voilà le message que j'ai pour vous et je vous remercie. Merci. Eh bien, la révision constitutionnelle fait partie de l'un des sujets majeurs qui dominent l'actualité. À 24 mois des élections, le pays est plongé dans un grand débat, pour ou contre la révision de la Constitution. Il ne se passe plus une semaine sans que la question de la révision constitutionnelle ne défraie la chronique. Bien qu'étant un parti politique de la majorité, le mouvement social pour le renouveau joue aux sapeurs-pompiers. Il donne de la voix et appelle les forces politiques et sociales au calme. Surtout s'abstenir de fourvoyer le peuple congolais dans une démarche hypocrite et démesurée. Selon cette deuxième force politique de la MP, l'autorité morale de cette plateforme n'en a jamais levé l'option. En même temps, en face, faisant le jeu d'enlisement teinté du test de popularité, l'opposition embraye une autre piste, le dialogue franc. Mais pour quelle finalité? La majorité actuelle a eu 5 ans. Elle n'a qu'à se tenir bon. En 2016, nous allons aller aux élections. C'est quand même curieux de voir. Pour qu'il y ait alternance. Nous disons débat, je vous l'ai dit, pour que on ait un minimum de consensus sur la manière dont les élections vont avoir lieu. Ce cadre de la majorité n'y voit pas clair et soulève le panneau stop. L'opposition est toujours derrière le pouvoir pour s'agenouiller et racheter des miettes et gérer toujours. Donc quand est-ce que nous aurons l'alternance tant réclamée
par les uns et les autres. C'est seulement lorsque l'opposition deviendra forte et s'assumera en tant qu'opposition, il attend la fin du mandat et il va s'organiser avec un programme, avec un discours cohérent pour lui permettre d'accéder demain aux affaires. Mais dites-moi, aujourd'hui, en plein milieu, il réclame un dialogue. Pourquoi? Je pense, moi je suis tout à fait d'accord. J'ai l'impression que l'opposition réclame le dialogue pour venir accepter. Ah, nous acceptons la révision constitutionnelle, alors vous allez nous donner quoi? Tout compte fait, les joutes oratoires sont une belle démonstration de la dynamique de la classe politique dans le montage des stratégies idéologiques. Environ 400 nouveaux réfugiés centrafricains sont enregistrés depuis une semaine dans la ville de Zongo, à 200 km au nord-est de Mbandaka, Équateur. Le maire de Zongo, Michel Siazo Yekeyeke, a attribué lundi 11 août cette situation aux affrontements survenus depuis la semaine dernière à la mission entre la mission française dénommée Sangari et les ex-rebelles Seleka. Les Centrafricains continuent de fuir les violences à Bangui. Chaque semaine, plusieurs milliers de réfugiés traversent l'Oubangui pour rejoindre à quelques centaines de mètres la ville congolaise de Zongo. Je suis un ancien militaire. Pour cela, j'ai reçu 2 balles au pied droit et au pied gauche. C'est pourquoi je suis venu ici. Il y a plus de 100 000 Centrafricains ici. C'est presque tout le pays qui est vidé. Mais alors c'est notre pays. On ne va pas quand même l'abandonner comme ça. À Zongo, ils sont réceptionnés dans un camp de toile dépourvu d'eau et d'électricité. Outre des conditions sanitaires inquiétantes, les réfugiés craignent des intrusions et des expéditions punitives de la part des rebelles de la Seleka. La plupart n'envisagent pas un retour prochain dans leur pays en raison des violences et de l'insécurité. Condition sine qua non, sécurité, et c'est ceux qui sont responsables de ce pays, c'est à eux de créer les conditions et prendre des décisions courageuses, audacieuses, pour que la situation des Centrafricains puisse changer. Rentrer, c'est bien parce que c'est mon pays, mais il faut aussi voir dans quelles conditions je peux rentrer. À partir du moment où même celui qui est le garant moral, celui qui incarne l'autorité du pays n'a même pas le contrôle de ces gens. C'est des incontrôlés, des bandits de grand chemin, des pilleurs, des voleurs, des envahisseurs. À partir du moment où celui-ci, ce dernier, n'a même pas le contrôle de ces gens, comment je peux rentrer dans ces conditions? Les autorités congolaises prévoient l'installation d'un nouveau camp à Molé, à quelques 35 km de Bangui. Mais sa mise en place est retardée par un défi logistique de taille. Il n'y a ni route ni piste d'atterrissage. La lutte contre les violences sexuelles était au centre des échanges entre participants à la rencontre organisée par le mouvement associatif engagé dans la promotion de la cause féminine Nous Pouvons. Des centaines de femmes se sont rassemblées jeudi à Bukavu, la capitale de la province congolaise du Sud Kivu. Elles ont pris part à une campagne mondiale baptisée One Billion Rising. Objectif, sensibiliser la population à la lutte contre les violences faites aux femmes, notamment les violences sexuelles. L'événement a été organisé dans plus de 200 pays à travers le monde. Des spectacles de danse et de chant ont été organisés dans la symbolique Cité de la Joie, qui constitue le premier centre de réhabilitation en République démocratique du Congo, à destination des femmes victimes de violences sexuelles. À la Cité de la Joie, les femmes peuvent venir et apprendre notamment des techniques d'autodéfense. Elles peuvent aussi venir suivre une thérapie et s'initier à l'éducation sexuelle. Chaque année, près de 180 femmes sont concernées par ce programme. Nous n'allons pas permettre aux gens qui veulent nous faire du mal, rendre la vie insupportable au point de ne plus pouvoir revendiquer nos droits. Nous n'allons pas nous laisser intimider. Les hommes et les femmes doivent aujourd'hui s'unir pour se dresser contre le viol et la guerre. Les actes de viol sont malheureusement devenus monnaie courante en RDC, un phénomène qui a été amplifié à cause des troubles qui sévissent dans l'est du pays. Aucune donnée statistique précise n'a été dévoilée sur le nombre de femmes et de filles violées dans cette région. Mais d'après les experts, ce chiffre ne cesserait d'augmenter. Profitant de l'occasion que m'offre cette campagne, je voudrais ici et maintenant dénoncer avec la plus grande énergie les arrangements à l'amiable qui sont légion dans nos communautés. All these arrangements done friendly in this region.
avec parfois, malheureusement, la complicité de certains officiers de la police judiciaire, de la police nationale inconscients. Selon les observateurs, l'impunité envers ceux qui commettent les viols en République démocratique du Congo est un problème qui se rajoute à ce fléau. D'autres remettent en cause le manque de formation des soldats qui composent l'armée congolaise, ainsi que la réinsertion des rebelles dans les factions nationales. L'aéroport international de Njili a reçu la visite du Premier ministre Augustin Matata Ponyo, qui a obtenu des assurances sur l'absence de la fièvre hémorragique Ebola dans le pays, de la part du Programme national de l'hygiène aux frontières. C'est sur base de ça que nous avons reçu les instructions de la part du ministre de la Santé, qui nous a demandé d'élaborer un plan de contingence. Et ce plan commence d'abord par avoir un dispositif d'accueil. Ce qui se passerait au cas où nous avons un cas suspect. C'est alors qu'avec l'aide de la RVA, ils nous ont octroyé une grande salle de l'autre côté et nous avons essayé de l'équiper au fur et à mesure pour permettre à ce que, si on a un cas suspect, qu'on puisse l'acheminer de l'autre côté. Mais sur place, nous avons un dispositif que le gouvernement nous a donné. Ce sont les thermomètres à laser. On se pointe au bas de l'avion. Chaque passager qui descend est facilement identifié avec ce thermomètre à laser. C'est-à-dire, ça nous facilite de prélever la température. Dès que la température nous signale que c'est élevé, c'est un cas suspect pour nous. Dès qu'un passager vient, on prend l'appareil, on fixe sur son organisme, le laser part. Et le laser, dès que ça capte la température, ça signale derrière que ce monsieur a telle température. Si la température est très élevée, pour nous c'est un cas suspect. S'il est suspect, il y a un dispositif secondaire, c'est-à-dire l'ambulance. Il est écarté du circuit du passager, il est pris avec l'ambulance et de l'ambulance nous l'amenons dans le centre d'accueil. De tous les cas que nous avons eus, depuis que les mesures sont appliquées, jusque-là c'est OK. Il n'y a pas un cas suspect jusque-là. C'était les actualités de la semaine présentées par Anaïs. Merci.